Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Voici les titres de l'actualité que nous allons développer dans ce journal. Les violences en Nouvelle-Calédonie continuent. L'état d'urgence a été décrété. On déplore 4 morts, dont un jeune gendarme et des centaines de blessés, selon le ministre de l'Intérieur. À Tahiti, comme sur le Caillou, des déplacements sportifs étaient programmés bien avant les émeutes. Des équipes de rugby et de football sont bloquées loin de chez elles. Nous ferons le point. Le professeur des universités et politologue Semir Alwardi est notre invité ce soir. Il nous livrera son analyse sur la crise calédonienne. La situation politique du Caillou résonne bien sûr dans le camp indépendantiste polynésien. Oscar Temaru met en cause la responsabilité de l'État. Il prône la souveraineté de la Calédonie comme celle de la Polynésie. Nous entendrons la réaction de Nuihau Loré, membre du parti Aherea Polynetia. Il nous dira aussi ce qu'il pense du bilan du gouvernement Bleu Ciel après 1 an au pouvoir. Comment joindre l'utile à l'agréable? L'école hôtelière a convié 70 personnes âgées à participer aux évaluations de fin d'année de 2 classes de bac pro. Les Matahiapo ont pu déguster un Ma'a Tahiti revisité. L'état d'urgence a été décrété en Nouvelle-Calédonie ce matin à 8h, heure de Tahiti. Depuis 4 jours, Nouméa est en proie à un déchaînement de violence avec des pillages, des barrages et des incendies. On déplore 4 morts, dont un gendarme de 22 ans. 5 indépendantistes radicaux ont été assignés à résidence. L'appel au calme lancé hier par le haut-commissaire n'a pas été entendu. La nuit dernière a encore été marquée par des affrontements entre les forces de l'ordre et les émeutiers. Ces derniers serait 9000 à Nouméa et son agglomération. 200 ont été interpellés hier soir. Une salle du Sénat coutumier a pris feu, de même qu'une brigade de gendarmerie à Maré. Ayata Tarahou et Christian Favenec nous disent combien les restrictions de circulation ne sont pas respectées sur le Caillou. Oui, l'état d'urgence n'est pas du tout respecté en ce premier jour. Derrière moi, cet hypermarché est en train d'être pillé en direct. Ce sont des scènes totalement irréalistes qui se produisent ici en ce 3e jour. Nous sommes dans l'un des secteurs les plus tendus de l'agglomération de Nouméa. Ici, bombes lacrymogènes, cocktails Molotov et coups de feu sont entendus chaque soir depuis le début des émeutes. Dans ce quartier, les habitants qui se sont composés en groupes d'autodéfense ne peuvent plus contenir la violence des émeutiers qui sont incontrôlables. Ils empêchaient depuis lundi soir que cet hypermarché soit brûlé comme beaucoup d'autres. Alors, pour tenter de ramener le calme, eh bien, le propriétaire a autorisé le pillage de son établissement. Ici, les renforts de policiers et de gendarmes sont attendus impatiemment en Nouvelle-Calédonie car la situation est toujours très tendue. Oui, 500 policiers et gendarmes sont en route vers la Nouvelle-Calédonie pour renforcer les effectifs. 1800 hommes sont actuellement déployés sur le terrain. Conséquence directe du conflit, c'est la fermeture de l'aéroport de la Tontouta. Le monde sportif est impacté. Une équipe de rugby club de Papeete est coincée à Nouméa. À Tahiti, ce sont les joueurs de football de l'AS Magenta qui se demandent quand ils pourront rentrer. Reportage Raihei Nadjarian et Mélissa Chong. Ils se sont déplacés pour des rencontres amicales, sans penser que cela serait un aller sans retour pour le moment. Ici, on peut voir le Papeete Rugby Club en blanc affronter l'Olympique de Nouméa Rugby en bleu. Nos joueurs ont vu de leurs propres yeux les émeutes sur place. Ils n'ont pas hésité à fuir le danger. Là, on est en sécurité. Après, je t'avoue, c'est plus le soir où ça devient beaucoup plus dangereux. La journée, c'est un peu calme, mais c'est le soir où ça commence à s'embraser. Ça commence à tirer un peu, où ils crament les bâtiments, c'est plus le soir. 23 membres du club ont fait le déplacement sur le Caillou. Ils devaient rentrer hier soir au Whenua, mais l'aéroport international de la Tontouta a fermé il y a 2 jours. Nos Aïtos souhaitent tout de même rassurer leurs familles. Juste pour informer nos familles que ne vous inquiétez pas, on a du monde autour de nous qui s'occupe de nous, qui nous protège et qui nous conseille aussi sur les choses à faire ici. En Polynésie, le club de l'AS Magenta, originaire de Nouméa, est en déplacement pour l'OFC Champions League. Même s'ils restent concentrés sur la compétition, ils assistent impuissants au drame qui touche leur pays. Là, on essaye d'avoir beaucoup de nouvelles au niveau des familles, des amis, parce que voilà, tout le monde sait que c'est chaud en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, nous qui sommes ici, nous on se sent en sécurité.
Mais dans la tête, on pense plus à nos familles parce que là-bas, ils sont en train de cesser la lutte. Pour l'heure, aucune date n'a été donnée quant au retour de nos joueurs au Fénois. Le retour des Calédoniens, lui, est prévu le 28 mai. Tout dépendra de l'évolution de la situation sur le Caillou. Le point de départ des manifestations, c'est ce texte sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Nous vous en parlions hier. La montée de la violence n'a pas empêché les députés de l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi. Un accord global doit maintenant être trouvé entre indépendantistes et loyalistes. À défaut, le Congrès se réunira avant la fin juin pour voter la réforme. On voit cela avec Christophe Méral et Marie Cazot. La Nouvelle-Calédonie au bord du chaos. Cet après-midi, le Premier ministre appelle au retour de l'ordre, mais aussi au dialogue. Il veut réunir loyalistes et indépendantistes. Je leur proposerai dans les prochaines heures une date pour les recevoir à Matignon. C'est une solution politique globale pour l'avenir de la Calédonie qu'il nous faut. Hier soir, l'Assemblée nationale a voté une réforme constitutionnelle qui modifie le corps électoral sur place. Mais le gouvernement est prêt à revenir sur le texte si les deux parties parviennent à s'entendre. Mais comment parvenir au compromis dans cette île marquée par l'insurrection des années 80, des référendums et une réconciliation impossible? Aujourd'hui encore, les loyalistes mettent en cause les indépendantistes radicaux. Les indépendantistes ont la responsabilité d'avoir refusé les discussions d'une part et d'autre part d'avoir menti à leur base en leur faisant croire que le dégel du corps électoral allait générer une invasion de non-Kanaks et le fait de noyer le peuple kanak. Mais des voix à gauche dénoncent la méthode de l'exécutif. Le gouvernement veut passer en force, c'est-à-dire qu'il donne le sentiment aux indépendantistes que leur point de vue n'est pas justifié. Ce soir, sur l'archipel, les principaux partis appellent au calme. Mais il n'y a pas, comme dans le passé, deux grandes figures capables de rassembler leur camp. Un dialogue compliqué. La situation politique en Nouvelle-Calédonie est proche de l'impasse. Bonsoir, c'est Miral Wardi, bienvenue. Vous êtes professeur des universités et politologue. Depuis des mois, vous observez la situation en Nouvelle-Calédonie. Vous vous attendiez à un tel embrasement? Mais tout à fait. Et en fait, les spécialistes de la Nouvelle-Calédonie s'attendaient... Alors déjà qu'il y ait on va dire, des problèmes depuis le 3e référendum, parce qu'il y a eu un boycott et que malgré tout, eh bien, l'État a fait comme si jamais ce référendum était légitime. Ensuite, on savait très bien que le toucher au corps électoral était un casus belli pour le FNKS. Et donc, ça fait plus d'1 an et demi que tout le monde, tous les spécialistes préviennent l'État en disant « Attention, c'est un casus belli, il ne faut pas séparer le corps électoral d'un accord global ». Et l'État préférait passer le texte en force, justement. Dès lors, nous ne sommes pas étonnés des réactions. Les loyalistes vous diront que les accords de Matignon ou de Nouméa ont été respectés à la lettre. Il y a bien eu 3 référendums, même si le 3e a été boycotté. Où est-ce que ça a bloqué? Alors, logiquement, ils font le 3e référendum 1 an après le second. C'était trop tôt. Le FNKS avait demandé un report. Il eût fallu écouter, il faut rester dans l'esprit de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire écouter toutes les parties. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut le dire clairement. C'est que l'État, qui avait respecté cette paix pendant 40 ans, a décidé de prendre parti. Disons-le clairement. Prendre parti, c'est-à-dire qu'au lieu de rester neutre entre les différentes parties de Calédonie, l'État décide de prendre parti pour les loyalistes, avec 2 exemples. D'abord, nommer Sonia Backès au gouvernement de la République, alors que c'est une loyaliste qu'on la qualifie de ultra, mais cela continue même il y a 2-3 jours, quand on sait que le député rapporteur du projet de loi constitutionnelle est un proche, Nicolas Mazov est un proche de Sonia Backès. Et donc, il y a cette rupture, finalement, qui est une rupture de confiance
L'État n'est pas resté neutre, il aurait dû jouer le rôle de médiateur uniquement. On sait depuis Tocqueville que l'État doit être neutre entre les groupes sociaux et entre les groupes politiques, et c'était ce qui prévalait depuis 88. La Nouvelle-Calédonie occupe une place stratégique dans le Pacifique. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle la France ne veut pas entendre parler d'indépendance? Mais c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que si jamais il y a une guerre civile en Calédonie, qui pourra être interprétée comme une guerre coloniale. Il faut voir ce que disent la presse à l'étranger sur les événements qui se déroulent actuellement. Eh bien, ce sera le contraire, parce qu'on va reprocher à la France d'être indigne de siéger dans l'Indo-Pacifique. Parce que le fondement de l'Indo-Pacifique, c'est justement la démocratie. Et je rappelle que la présence française est déjà discutée. Alors évidemment discutée par la Chine et la Russie, mais discutée aussi par les États-Unis. Je rappelle que quand le président de la République met en place un axe Paris-New Delhi-Canberra, eh bien Biden crée l'AUKUS finalement contre la France et réunit le Quad sans la France. Donc en réalité, pour qu'on puisse rester et garder une place de puissance mondiale, il faut que l'affaire calédonienne soit réglée dans la paix. Je rappelle aussi, permettez-moi, d'ajouter qu'il ne faut pas polariser les choses, autonomistes, indépendantistes. Le FNKS a précisé clairement qu'il voulait faire peuple avec les victimes de l'histoire. Donc en réalité, de quoi il s'agit? Il s'agit d'avoir de l'audace, comme avait en son temps Michel Rocard, pour inventer quelque chose qui n'existe pas encore. Changer de statut. On peut imaginer inventer un nouveau statut ou alors bien sûr, mais là, passer au statut de pays associé, par exemple. Par exemple, on a vu M. Urvoas, ancien ministre, il a sorti un article l'année dernière où il explique qu'il faut aller soit à une fédération, soit à l'État associé. Il faut inventer quelque chose qui satisfasse toutes les parties, et c'est possible. Merci beaucoup, Semir Alwardi, pour votre analyse. Merci. Ce vendredi, le Tavini Huiraatira veut commémorer le 11e anniversaire de la réinscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Un symbole fort pour le parti indépendantiste polynésien qui résonne particulièrement aujourd'hui avec l'actualité calédonienne. Mélodie Uhilamoa Fassione, Lorenzo Marama et Jacques Damour font le point. Le seul responsable, c'est l'État. Le drapeau du FLNKS à côté de celui du Tavini Huiraatira, à quelques jours de l'anniversaire de la réinscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU, Oscar Temalu adresse un message de soutien au peuple calédonien. C'est la France qui est seule responsable de cette situation. Ça ne veut pas dire que nous approuvons ce qui se passe. C'est la politique qui doit régler tous ces problèmes-là autour d'une table, mais pas dans la rue. Non, il y a une volonté réelle politique d'occuper le pays, parce que la Nouvelle-Calédonie, avec la Polynésie, c'est ça qui fait que la France est numéro 2 mondial. Dans la rue, les avis sont partagés entre la souveraineté du peuple premier sur son sol et la recherche de consensus pour construire un avenir commun dans la République. Des violences de chaque côté, c'est bien regrettable. Il faudrait trouver un compromis pour qu'il y ait de chaque côté parce que la violence n'amène à rien. Il faut trouver un compromis, il faut que ce ne soit pas comme les anciens événements ouverts. Ça fait mal au cœur quand tu vois ça à la télé, ce qui se passe. Nous, on n'a plus le droit de l'homme pour vivre heureux sur sa terre. Ce sont les autres qui viennent pour dire, voilà, aujourd'hui tu m'écoutes comme ça, c'est comme ça, comme ça. Tu sais, les Français, on a des Français ici. Après couper un mot, des Français, vous parlez en France, pourquoi? On a plein d'attentats. C'est bien ici, c'est paradis ici. Alors, maintenant, je dis, non, plus le paradis ici, ça change maintenant. Le 17 mai est un jour de fête pour le Parti bleu et blanc qui se réunira au parc Aotearoa, l'occasion de faire le bilan 11 années après cette réinscription sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Bonsoir Nuihau Loré, merci d'être avec nous. Vous êtes représentant à l'Assemblée dans le groupe Ahere et Apurinetia. Vous avez été vice-président, ministre de l'économie puis sénateur.
Que pensez-vous de la situation en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous pensez, comme Oscar Temaru, que l'État est le seul responsable de la situation? Je partage l'analyse qui a été faite par le professeur Alouardi, effectivement. C'est que la philosophie de ces accords de Matignon, puis les accords de Nouméa, était que l'État reste le garant, finalement, d'un dialogue équilibré. Et finalement, cet équilibre a été rompu à partir de 2021 avec le 3e référendum et les choix qui ont été faits, notamment celui de modifier le corps électoral de manière aussi directe, sans vraie concertation, a conduit aux événements que l'on voit aujourd'hui. Comment se sortir de cette situation? Est-ce que vous croyez en l'accord global annoncé? Le consensus, il doit passer forcément par un dialogue préalable et je pense que toutes les parties en présence ont été invitées à Paris pour renouer ce fil de la discussion. Moi, tout ce que j'espère, c'est que la paix revienne et qu'on arrive à trouver ce consensus qui a été perdu, comme je le disais, depuis 2021. La réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU, est-ce qu'il ne faut pas avancer aussi sur cette question en Polynésie? Alors, les situations sont complètement différentes. L'histoire, la situation économique et en Polynésie, moi je pense que notre statut donne à notre pays beaucoup de compétences sur le plan économique, sur le plan fiscal, sur le plan social. Et le vrai sujet ici, c'est d'appréhender vraiment ces compétences, de les exercer. Et donc, avant de penser à une énième révision statutaire. Richard Toheyava qui fait la promotion du soutien de l'Azerbaïdjan, ça vous choque? C'est dans l'ADN du Tavini. Après, comme je disais, moi je souhaiterais plutôt que l'Assemblée et le gouvernement travaillent sur les problématiques de notre pays. Elles sont nombreuses, plutôt que de proposer des associations avec des pays qui sont, on le sait, peu respectueux de la démocratie et des droits de l'homme. Le parti indépendantiste est au pouvoir depuis bientôt 1 an. Le premier budget a été voté dans la douleur et le premier collectif budgétaire approche. La commission de l'économie se réunit demain, vous y serez. 8 milliards de francs seront dédiés aux satellites du pays en difficulté, comme l'hôpital, l'OPH, ATN, selon Traité Info. C'est l'héritage de l'ancien gouvernement, selon vous? Déjà, avant de parler de ce collectif budgétaire, c'est vrai que c'est le bilan de cette année de nouvelle gouvernance. Nous, de l'Assemblée, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un vrai ralentissement de l'activité législative. Il y a très peu de textes qui nous parviennent du gouvernement, beaucoup moins que par le passé. Il y a surtout des textes qui ont été initiés par les anciennes majorités et très peu de lois de pays nouvelles, au-delà du budget. Finalement, les seuls textes qui sont portés par le gouvernement, le premier, ça a été la suppression de la taxe sociale. Par contre, toutes les mesures de remplacement pour permettre l'équilibre de la PSG n'ont pas été actées, donc on va vers un déficit aggravé de la CPS. Et le deuxième texte, ça a été la loi fiscale qui a été annulée, qui a été représentée en l'état et qui va peut-être faire l'exploit d'être annulée 2 fois par le Conseil d'État, alors qu'elle est contestée par quasiment tout le monde économique. Donc, c'est quand même un bilan extrêmement négatif de cette première année de gouvernance. Selon certains observateurs, réformer le pays, ça prend du temps. Vous n'êtes pas d'accord ? Au début, on nous a dit qu'il fallait laisser le temps aux ministres de s'approprier finalement de leur ministère. On nous a expliqué qu'il fallait 3 mois, c'était les 100 premiers jours. On nous explique maintenant qu'il faut du temps pour réformer un pays. Non, ça peut se faire rapidement pour peu qu'on sache quoi faire. Et en fin de compte, comme je le disais, les 2 seuls textes qui ont été présentés et qui portent l'empreinte de cette nouvelle majorité, la suppression de la taxe sociale sans prendre de mesures de compensation, je pense que ça va être une catastrophe sur le plan de la PSG et sur le plan économique, essentiellement des mesures d'augmentation des impôts. Pour vous, la priorité, c'est quoi demain pour le collectif ? Pour le collectif qui va nous être présenté demain, on nous propose effectivement d'octroyer 1 milliard de subventions pour l'OPH compte tenu de ces quasi 3 milliards de factures impayées. Mais au-delà de ça, qu'il s'agisse de l'OPH, d'ATN, du CHPF, il n'y a pas de mesure de réforme structurelle. Et pourtant, le gouvernement avait déjà 1 année pour le faire. Moi, je pense que c'est dans les 2 ou les 3 premières années qu'un gouvernement peut vraiment mettre en œuvre des mesures de réforme importantes, puisque après on passe aux élections suivantes. Donc pour moi, ce bilan, il est quasiment inexistant en fait.
Merci beaucoup, Nouiha Oloré, pour votre analyse. Merci beaucoup. À Tahiti, revisiter des animations autour des Jeux Olympiques. C'était le déjeuner proposé par l'école hôtelière de Punaouia à ses invités à midi. 70 Matahiapo de Punaouia ont participé à cette évaluation de fin d'année de 2 classes de bac pro ou comment allier formation et rencontres intergénérationnelles. Charlotte Mestre, Patrick Tinting. Un accueil en grande pompe pour ces Matahiapo et une expérience inédite pour les élèves de l'école hôtelière. Dans le cadre de leur projet de fin d'études, ils ont dû peaufiner tout leur savoir-faire autour du service, mais aussi se transformer en animateurs. Aujourd'hui, il y a des animations comme les jeux. Notre but à nous en tant que coach, c'est faire amuser un peu les Matahiapo avec nous et découvrir un peu les jeux d'aujourd'hui qui sont basés sur les Jeux olympiques pour aujourd'hui. Côté fourneau, on s'active pour la préparation du repas. Au menu, panna cotta de lait de coco au thon fumé, soufflé de maoutini aux crevettes de la presqu'île, poulet fafa en lasagne de ourou et Rubik's Cube de Poé. Ama à Tahiti revisité qui va plaire à coup sûr. C'est des produits locaux. Et c'est du poisson surtout, qui est travaillé de différentes manières, donc ça ne pourrait que plaire en fait. On reprend leur tradition mais de façon plus originale et avec une vision de la nouvelle génération, on va dire. Il y a le jeu et donc d'ici 10 minutes on envoie les soufflets, 10 minutes. Là c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est de pouvoir respecter la cuisson du soufflé, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est sorti, il faut absolument le servir en salle, pas qu'il retombe, et qu'il y ait bien cet effet qu'on attend d'un soufflé dans une belle petite moitié de coco. Contrat rempli pour nos élèves, leurs convives sont conquis. Moi, c'est très bien. Les élèves ont bien fait leur travail. C'est très bien, on est bien accueillis. C'est super, c'est très bien. Cet examen en conditions réelles et l'accueil des Matahiapo est une première. Une première que l'école hôtelière voudrait pérenniser et même développer pour que les élèves puissent apprendre de leurs anciens. Ce soir, ne manquez pas le 3e volet de l'émission Vevo autour de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques à Teahupo'o. Maruki Duri reçoit ce soir le maire de Taiarapu Ouest, Tetuanui Amblin, Maeva Temayana de la cellule Tu'aronui, ainsi que le surfeur Kevin Bourrez. Parmi les sujets abordés, les aménagements, la sécurité, l'héritage des JO et le relais de la flamme. Voici un extrait du film Teahupo'o, l'or bleu, diffusé avant le débat. Moi-même, je suis ancien surfeur. Bon, ça fait longtemps que j'ai plus surfé parce que l'âge venant. Mais c'est surtout grâce à ça qu'on a voulu faire. Enfin, moi, personnellement, j'ai voulu créer quelque chose comme une pension de famille pour recevoir des touristes et des surfeurs. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Le surf a pris de la valeur. Et d'ailleurs, la plupart des touristes qui descendent d'avion, s'ils viennent ici, c'est pour voir la vague. Grâce à la vague. Et puis aussi à la partie Fenouil Chéré. En tout, j'ai 8 bungalows. Voilà. Les bungalows sont terminés. On est en train de finaliser pour que quand les JO commencent, que ce soit nickel. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Les violences en Nouvelle-Calédonie se poursuivent. L'état d'urgence a été décrété ce matin à 8h, heure de Tahiti. On déplore 4 morts, dont un jeune gendarme. 500 policiers et militaires sont en route vers la Nouvelle-Calédonie pour renforcer les effectifs sur place, dont 2 sections de CRS rompues à ce type de violence. Au programme de votre soirée sur la première, l'émission Vevo sera suivie du documentaire Break in Guyane. La une de Tahiti Info demain, le Tavini entre célébration et tristesse. Voilà pour l'actualité de ce mercredi 15 mai. On se quitte sur les images de l'exposition qui a lieu à la mairie de Papeete actuellement pour célébrer les 134 ans de la capitale. Très belle soirée sur nos antennes et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet